organisation, tant nationale qu'internationale. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse, www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Selmain Haïfa. Téléphone plus 229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations, tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse, www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Selmain Haïfa. Téléphone plus 229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations, tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse, www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Selmain Haïfa. Téléphone plus 229 95 74 12 16. FSH Expertise, toutes les expertises à votre portée. Vous avez un besoin satisfaire, FSH Expertise, c'est votre cabinet conseil qui vous accompagne pour un meilleur positionnement dans votre domaine d'activité stratégique. FSH Expertise, c'est un parterre d'experts de différents pays et de divers horizons qui sont à votre portée pour l'amélioration de vos performances. FSH Expertise, c'est la capitalisation de plus de 15 ans d'expérience au service des institutions et organisations, tant nationales qu'internationales. Agilité, créativité, motivation, communication, résilience, ce sont les leviers nécessaires que FSH Expertise met à votre disposition pour le succès de votre entreprise. Pour nous contacter et prendre connaissance de nos offres de services, une seule adresse, www.fshexpertise.org. Nous sommes à Beaumé-Calavi au quartier Selmain Haïfa. Téléphone plus 229 95 74. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi dans le cadre du lancement de notre plan de formation 2023. Cela nous rassure quant à l'intérêt de nos offres de services pour le renforcement des capacités de vos institutions, de vos collaborateurs. Nous voulons profiter aussi de ce lancement pour discuter d'une thématique avec nos deux experts sur l'amélioration de la culture numérique dans la gestion de microfinance. Et nous sommes très heureux que vous ayez répondu massivement à notre invitation. Et nous pensons que le moment que nous allons passer ensemble va être très utile pour vous, pour comprendre d'abord ce que nous pensons faire cette année avec vous, avec votre appui, avec votre soutien, mais aussi comprendre l'importance aujourd'hui pour les institutions au-delà de l'offre de services numérisés, comment les process, les procédures internes, les pratiques internes ont besoin aussi d'être numérisées parce que sans cela, la digitalisation des services financiers peut ne pas être durable, peut ne pas être
porteurs de performance au niveau de nos institutions. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour formuler de vive voix nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023. Santé, succès, promotion, prospérité à vous, vos collaborateurs et tous ceux qui vous sont chers. Alors, mais une fois encore, merci. Merci aussi déjà à nos intervenants qui sont déjà présents. Nous voudrons vraiment les remercier pour leur disponibilité, pour avoir accepté d'échanger avec vous sur la problématique de la culture numérique au niveau des institutions de microfinance. Alors, notre séance d'aujourd'hui va être articulée autour de 2 points. Le premier point, c'est d'abord la présentation de notre offre de service. Et cette présentation de notre offre de service pour 2023 va d'abord essayer de faire le point de ce que nous avons pu réaliser grâce à vous, grâce à votre soutien. Et ensuite, maintenant, voir ce que nous avons appris pour pouvoir proposer l'offre de formation pour 2023. Donc voilà un peu. Et après, le second point va être les échanges avec nos experts sur la problématique de l'amélioration de la culture numérique au sein des institutions. Alors, je voudrais m'assurer que, autant que vous êtes, vous m'entendez. Et si oui, vous voudrez bien me le faire savoir dans la boîte de messagerie. D'accord? Donc, si vous m'entendez, écrivez dans la boîte messagerie pour dire vous m'entendez. Si vous me voyez aussi, même chose. Alors, pour nous permettre de bien se connaître, je voudrais inviter chacun de vous à se présenter dans la boîte de messagerie en mettant son nom, prénom, son institution et sa fonction et son adresse mail. Ça va nous permettre de garder contact et de vous envoyer des informations concernant nos activités tout au long de l'année. Merci beaucoup à tous les amis qui, depuis 2020 que nous avons commencé cette expérience, sont toujours avec nous. Alors, pour des besoins de qualité de la séance, les micros sont coupés, les caméras sont coupées, les micros aussi, pour éviter que cela ne perturbe. Hein. Plus il y a de caméras ouvertes, plus la séance va être lourde et ça va demander beaucoup d'intérêt et ça va vous empêcher de suivre. Donc, beaucoup de micros allumés, ça crée des bruits de fond qui vont perturber la séance. Donc, merci de respecter. Maintenant, après les interventions de nos experts, vous allez pouvoir intervenir. Donc, en ce moment, vous pouvez activer vos micros. Donc, merci déjà à Moïse pour s'être présenté. Donc, je voudrais insister sur ça. Présentez-vous dans la boîte de messagerie, donc prénom, fonction, institution et adresse email. Surtout ceux qui viennent de se connecter à nos activités pour la première fois. Merci aussi au doyen Odano que j'ai vu connecter là. Oui, merci beaucoup. Je pense que je dois passer vous saluer. Je vais le faire très bientôt. Merci encore. Bonne année à vous pour vous être joints à nous cet après-midi. Alors, nous allons commencer par parler un peu du cabinet. Bon, ça, vous le connaissez, hein, nous sommes là depuis 2020. Nous essayons. Notre ambition, c'est de pouvoir développer une offre de services en ligne pour le renforcement de capacités d'abord des institutions de microfinance et peut-être après les autres entreprises. Pour le moment, au regard de notre expérience, nous sommes beaucoup intéressés aux institutions de microfinance pour faire en sorte que les services d'assistance technique soient accessibles et soient accessibles à tous en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment Internet, pour faire diffuser l'ensemble de nos services. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui, depuis le début, participent à nos webinaires, à nos formations, ainsi de suite. Donc, pour le moment, les services que nous développons, c'est les services de formation, hein, aussi les services de communication digitale, ainsi de suite. Et nous pensons cette année à aborder tous les aspects de nos offres pour pouvoir réellement être plus près de vous, comme on a dit, accompagner l'agilité des organisations dans la transformation
et l'amélioration des performances et de la satisfaction des clients. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans utiliser les services financiers, le numérique, hein, parce que c'est un gain de temps, c'est un gain de coût, ainsi de suite. Et c'est aussi un gain en termes de couverture. Hein. Aujourd'hui, nous sommes là, et depuis le Congo, les gens nous suivent, le Burkina, le Mali, ainsi de suite. Et ça, il n'y a que le service et le numérique qui peut le permettre, et ceci à moindre coût. Alors, nous avons déjà, avec vous, avec votre soutien, déjà réalisé beaucoup de prestations. Nous avons mis quelques-uns de nos clients, sans oublier bien sûr les institutions de microfinance qui aujourd'hui constituent la plus grande part de notre clientèle. Hein. Oinaka, Smiko, pour les citer, Copec, Kalundou, Mufed, etc. Donc, vous êtes tellement nombreux à nous faire confiance et nous pensons qu'en 2023, nous allons bénéficier davantage de votre confiance et d'autres institutions. Alors, qu'est-ce que nous avons pu réaliser en termes de services de formation en 2022? Nous avons pu réaliser 12 ateliers de formation en ligne classiques que nous appelons. Donc, c'est des ateliers de 3 à 4 heures sur des thématiques bien précises. Nous en avons pu réaliser 12. Et nous avons réalisé aussi un masterclass, on a fait le masterclass PAC, en ce moment qui a été déroulé sur deux séances et a permis d'aborder la question de l'analyse financière. Et pourquoi c'est un masterclass? Parce que nous avons eu recours à un formateur de renommée internationale, M. Moussou, qui est béninois et qui a partagé avec les participants ses expériences en matière d'analyse financière des institutions de microfinance. OK. Alors, nous avons pu toucher 9 pays qui sont devenus aujourd'hui les principaux pays qui font confiance à nos activités. Bien sûr, il y a le Bénin qui est là, il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, le Togo. La RDC aussi, qui est vraiment, en plus du Bénin, un de nos pays où nous accueillons beaucoup de participants. Il y a le Niger qui vient tout doucement, le Burkina Faso aussi, le Sénégal et le Congo-Brazza. Donc, nous avons pu réaliser 13 affaires alors en 2022 grâce à vous. Et nous voudrons vraiment vous remercier pour cette confiance. Ce n'était pas gagné d'avance. Hein. Et nous avons eu en tout dans ces 13 affaires 230 participants, soit en moyenne 18 personnes à chaque affaire. Donc, c'est un pari, ça a l'air banal, mais c'est un pari à tenir chaque fois. Puisqu'on avait même, on avait moins de 10, mais de façon globale, nous avons pu avoir au moins 18 participants par affaire. Et nous avons touché plus d'une trentaine d'institutions. Il y a les institutions qui étaient là depuis 2020, qui sont revenues. Il y a de nouvelles institutions que nous avons découvertes, beaucoup plus de nouvelles institutions au cours de 2022. Par exemple, les Ekima, Gilgal, ça, c'est des nouvelles institutions qui sont venues renforcer aujourd'hui ce que nous faisons. Et nous voudrons les remercier pour la confiance. Je pense qu'au début, elles devaient être un peu, comment on appelle, hésitantes. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont convaincues de la qualité de ce que nous offrons en ligne. Ça a l'air banal, mais nous avons recours à des experts d'un niveau donné qui ont fait leur preuve dans beaucoup de pays africains. Donc, soyez rassurés, à chaque fois que vous venez chez nous, vous allez repartir satisfait. Et nous avons abordé plusieurs thématiques sur la comptabilité et la finance. Nous avons pu faire l'élaboration du budget, gestion du crédit, tout le processus d'analyse de demande de crédit, y compris le crédit agricole. Nous sommes revenus avec notre formation qui est aujourd'hui une des formations les plus demandées, qui accueille beaucoup de participants. C'est l'épargne tontine, qui est aujourd'hui un produit courant dans les institutions, mais qui est un produit aussi qui a des spécificités. Et cette gestion mérite d'être connue. C'est le lieu de remercier notre formateur William Dagbo du Togo qui nous a assisté depuis 2021 sur cette formation qui était encore là l'année dernière. J'espère que cette année, on va l'avoir encore. Nous avons parlé de la gestion de la clientèle, nous avons parlé de la gestion de la performance sociale. Aujourd'hui, les réglementations commencent par accorder de l'importance à tout ce qui est protection des clients, gestion de performance sociale. Nous allons continuer avec ça l'année prochaine, cette année, pardon.
et avec beaucoup plus de taille. La gestion des risques avec les aspects liés à la conformité, et c'est aussi pour nous une découverte. Nous avons eu à avoir notre formateur de la RDC, Jean-Mas Barova, qui a vraiment permis aux gens de comprendre cette pratique-là. Et je suis sûr que cette année, on est encore avec lui sur cette thématique-là. La gestion juridique, tout ce qui est lié à l'OADA, on en a parlé, mais aussi de l'organisation des services juridiques. On en a parlé, c'était très intéressant de vous voir intéressé par cette thématique-là. Alors, nos formateurs, cette année, en 2022, sont venus de trois pays, Bénin, Togo et des Congo. Mais notre ambition, c'est de l'élargir. Alors, donc, s'il y a des gens parmi vous, bien, des personnes que vous connaissez, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, nous avons fait des annonces, mais on n'a pas eu beaucoup de retours. S'il y a des personnes qui sont intéressées à se joindre à nous, nous sommes très disponibles pour pouvoir les avoir, pour leur permettre de partager leur expertise avec vous. Donc, lorsqu'on fait des comparaisons par rapport à ce que nous avons fait depuis 2021, on voit qu'en 2022, nous avons pu renforcer nos impacts. Nos performances se sont améliorées. On est passé de 8 ateliers en 2021 à 13, donc c'est plus de 5 en plus. Sur le nombre de participants, on est passé de 163 à 230, plus de 70 participants en plus. Donc, c'est vraiment important ce que nous avons fait, tout en le faisant en ligne. Et lorsque nous avons essayé de faire un sondage en ligne sur le niveau de satisfaction de nos services, on voit que vous êtes tous ceux qui ont réussi à répondre à cette préoccupation, cette question, ont montré être satisfaits. À plus de 90%, on voit que les gens sont satisfaits de leur participation à nos ateliers. Et nous voudrons vraiment vous remercier pour cela. Et aussi prendre cela comme une marque de confiance que nous allons continuer de mériter au cours de 2023 et les années à venir. Alors, je voudrais préciser que nous avons aussi réalisé à la demande de l'UICLEC au Togo une formation sur site. Donc, nous avons envoyé un de nos experts pour parler de la gestion des crédits avec le personnel chargé de crédit de cette institution. Donc, non seulement nous sommes en ligne, mais suivant vos demandes, suivant vos exigences, nous pouvons aussi faire déplacer nos experts pour venir chez vous, pour pouvoir entretenir les gens avec peut-être beaucoup plus d'impact qu'en ligne. Alors, nous avons voulu partager avec vous quelques impressions de participants. On en a diffusé longuement tout au long de la trêve jusqu'à la fin de l'année, mais on a quand même de bons retours de nos participants, de leur hiérarchie sur ce que nous faisons. Et nous sommes vraiment confiants, rassurés que nous sommes sur la bonne voie et que 2023 verra renforcer tout ce que nous sommes en train de faire, mais toujours avec votre participation. Alors, pourquoi en 2023 continuer avec nous? Nous avons vu que tout ce que nous avons fait, non seulement correspond à ce que vous voulez, mais vous donne satisfaction. Eh bien, nous allons continuer dans ça, mais en mettant beaucoup plus de flexibilité dans la programmation surtout. C'est pourquoi en 2023, au-delà des heures de démarrage de nos formations, nous allons demander aux participants quelles sont les heures qui leur conviennent pour qu'on puisse voir comment programmer cela pour que ça ne nuise pas aux participants. Nos coûts vont rester inchangés, d'accord, en 2023. Et je voudrais insister que ce que nous faisons, c'est pas une formation qu'on organise, c'est des gens qui ont de l'expérience dans la gestion de la formation, qui l'ont fait tout le temps, qui l'ont fait pendant 20 ans maintenant, qui savent la démarche pour la mise en place de programmes de formation. Et c'est cette démarche-là qu'on met en place pour réaliser nos formations. Donc, c'est tout un processus avec des experts de haut niveau. Tout ce que vous avez dans nos formations, c'est des gens qui ont l'habitude de la formation, qui l'ont fait, qui peut-être en vivent aussi et qui viennent dans un dispositif en ligne, synchrone, direct, pour vous permettre de profiter de ça. Je pense que dans les autres formations en ligne, il y en a, mais ce n'est pas souvent synchrone, ce n'est pas en direct pour que vous puissiez changer avec les participants. Et c'est l'opportunité que nous allons vous offrir au cours
de 2023. Donc, vous avez beaucoup à gagner en étant avec nous. D'accord? En 2023, nous allons faire plus de formations. Je pense que pour une première fois, nous avons déjà diffusé notre plan de formation. Je pense que autant que vous êtes, vous l'avez déjà, on va vous les envoyer encore. Nous aurons les affaires classiques, nous aurons les masterclass, nous aurons beaucoup plus d'affaires pack. D'accord? Et nous allons diversifier aussi nos formateurs pour que vous ayez des expériences de plusieurs horizons. Nous sommes en train de développer aussi des formations en présentiel pour que ceux qui sont au Bénin et qui veulent vraiment ce genre de formation puissent avoir quand même des propositions de notre part. Et comme je viens de le dire, les flexibilités dans les heures. Donc, lorsque vous vous inscrivez aujourd'hui, vous allez pouvoir dire à quelle heure. On propose de démarrer nos affaires à 15 heures, à 14 heures temps universel. Maintenant, si vous pensez que vous, au regard de vos réalités, vous souhaiterez que ça commence à 13 heures à midi ou 9 heures du matin, dites-le nous, on va voir en fonction du nombre de participants qui le demandent, comment changer cette heure pour le conformer à votre déshydratat. Okay? Donc, nos tarifs restent échangés. Nous aurons toujours nos affaires à 20 000 francs CFA à $40, nos affaires masterclass à $50, 25 000 francs CFA, et nos affaires pack en fonction du nombre de jours. Donc, c'est le nombre de séances fois le tarif d'un affaire classique. Donc, voilà. Et vous avez pu le remarquer sur nos offres, nos plans de formation. Nous avons proposé des nouvelles thématiques sur la finance digitale, sur le recouvrement, le marketing et gestion de la clientèle. La comptabilité est revenue de façon plus intense avec toute une série de thématiques pour vous permettre de bien comprendre. La gestion du crédit, nous avons mis beaucoup de choses. La gestion de l'épargne, plus développée. L'audit et le contrôle interne, c'est des choses qui vont revenir encore davantage dans notre plan de formation 2023. D'accord? La gestion de la performance sociale et environnementale sera présente, notamment les aspects qui aujourd'hui vont être pris en compte dans la réglementation, l'importance d'intégrer les principes de protection des clients, par exemple, dans la gestion de l'épargne, ainsi de suite. Donc, nous allons vraiment élargir, densifier les formations en 2023 et nous espérons que vous allez répondre présent. Aujourd'hui, après 3 années ensemble, je pense que les doutes sont levés sur notre capacité à offrir des formations en ligne de qualité et surtout que ça profite réellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un apprentissage qui est fait, même si c'est en ligne, et ça puisse changer les choses au niveau de votre institution. Donc, nous comptons sur vous pour une participation massive, mais aussi une participation bien préparée. C'est pourquoi planifier, c'est pourquoi nous avons envoyé les plans de formation déjà au début de cette année pour vous permettre de savoir, de vous programmer, de vous préparer à suivre ces formations-là. Donc, voilà un peu ce que nous avons pour vous en 2023. Alors, comment s'inscrire? Vous pouvez nous écrire directement pour dire « Je suis intéressé par cette formation ». Alors, nous allons vous envoyer le lien d'inscription et l'inscription se fait en ligne. Et lorsque vous inscrivez, nous vous envoyons la facture pro forma avec les modalités de paiement et nous offrons plusieurs modalités de paiement. Vous pouvez payer par mobile money, ça dépend de vos zones vos pays de résidence. Aujourd'hui, tous les pays qui vivent en Afrique de l'Ouest, enfin, la zone franc CFA en Afrique de l'Ouest, le mois peut faire des transferts par mobile money directement sur les numéros que nous allons les concéder. Vous pouvez aussi faire des transferts par Western Union, MoneyGram, tous les structures de transferts internationaux, nous sommes avec eux. Nous pouvons recevoir les paiements par là, mais aussi par virement bancaire. Nous allons vous communiquer notre numéro de compte pour recevoir vos paiements. Alors, les inscriptions ne sont reçues qu'après paiement des frais d'inscription. Donc, c'est quand vous avez vraiment payé que nous allons vous envoyer alors le lien pour participer à la formation et tous les autres détails. Nous offrons aussi des réductions de 5 à 10% suivant le nombre d'inscrits. Donc, nous sommes à l'écoute de vos besoins dans l'inscription aussi de la formation pour faciliter. Nous avons eu des gens qui se sont inscrits massivement l'année passée, mais à moindre coût. Et ceux qui nous ont fait confiance tout au long de l'année passée, nous les avons cette année
mis à disposition des bons de participation gratuite à nos affaires. Et c'est en reconnaissance de tout ce qu'ils nous ont fait au cours de 2023-22 que nous avons eu cette geste-là. Et nous espérons qu'ils vont l'utiliser parce que c'est une sorte de marque de confiance, de reconnaissance pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Nous sommes encore jeunes, mais nous pensons nous voulons grandir et nous ne pouvons le faire qu'avec votre soutien. Alors, nos prochaines affaires, comme on l'a dit, on a aujourd'hui le plan de formation qui est de février à novembre 2023, qui est déjà diffusé. Donc, pour le mois de février, nous avons prévu 3 affaires, 3 formations en ligne simple. Et les thèmes qui reviennent, c'est les thèmes liés à la comptabilité, surtout la préparation des états financiers et le recouvrement judiciaire. Donc, vous savez, les débuts d'année aujourd'hui, ce qui préoccupe beaucoup, c'est l'établissement des états financiers, mais aussi le recouvrement. C'est pourquoi nous offrons ces thèmes-là. Et le premier, c'est pour le 9 février, avec notre expert, M. Léonard Madou, qui est un Béninois, qui est reconnu pour son expertise dans la gestion comptable et financière des institutions financières et des gestions microfinances. Donc, c'est lui qui va venir partager son expérience avec nous. Je vais vous envoyer tout à l'heure le lien. Et ceux qui veulent déjà s'inscrire peuvent le faire. Et les frais d'inscription, c'est 20 000 ou 40 $. Et donc, la date limite d'inscription, c'est le 8 février. Donc, la veille de la formation. Alors, nous avons voulu faire ça parce qu'on vient de lancer la formation, on n'a pas beaucoup de temps. Mais nous allons faire en sorte que les dates limites d'inscription n'interviennent pas à la veille pour faciliter un peu ce genre de choses, la préparation des affaires, puisque souvent, les gens mettent du temps avant de s'inscrire, c'est à la dernière minute, et ça crée d'autres difficultés au niveau de notre cabinet. Donc, nous allons exiger davantage, avec vous, pour avoir la possibilité d'avoir des inscriptions un peu plus tôt et prendre le temps de la préparation. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Donc, nous serons heureux déjà de vous recevoir pour notre prochain affaire qui est beaucoup plus la comptabilité, les travaux de fin d'exercice pour préparer les états financiers. Merci encore une fois, merci à tous ceux qui ont rejoint cette séance en ligne. Nous allons le mettre en ligne après pour vous permettre de regarder pour ceux qui n'auront pas eu le temps de voir. Alors, nous avons le doyen Madou qui est là. Je ne sais pas, je l'ai pris à l'improviste. Je ne sais pas s'il peut nous parler rapidement de cette formation qui va nous animer le 9 février. Monsieur Madou, vous êtes là? Vous pouvez activer votre micro si c'est possible. Ok, bon, le doyen Madou peut intervenir vers la fin de la séance, après l'intervention de nos experts. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions par rapport à mon intervention, avant qu'on aborde le deuxième point de notre séance. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, activer votre micro et nous allons vous écouter. Alors, je précise que le plan de formation l'a diffusé déjà, mais on va encore vous l'envoyer pour vous faciliter la tâche. D'accord, monsieur Paba Déo. Donc, je vais vous renvoyer le plan de formation très bientôt. OK. Donc, j'envoie déjà le lien d'inscription à tous ceux qui le veulent dans la boîte de messagerie déjà ici. OK. Donc, merci encore une fois. Oui, monsieur Adimavo, vous avez la parole. Oui, bonjour, monsieur Sylvestre. Et au fait, merci.
Tout à l'heure, j'ai entendu qu'on peut faire des réductions sur un certain nombre de formations. Bon, je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu pour 2023, si quelqu'un peut bénéficier jusqu'à 3 formations, est-ce que déjà le cabinet a prévu de faire réduction de coûts ou bien qu'est-ce qui est prévu quand même, que ça soit un peu clair pour moi pour ce début d'année. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, la réduction, c'est par rapport au nombre d'inscrits pour une affaire. Donc, quand vous voulez participer à une formation, à un atelier en ligne, et que vous êtes nombreux à vous inscrire pour le compte d'une institution, on peut vous faire des réductions. Bien sûr, suivant les relations que nous avons, par exemple, à votre niveau, il y a beaucoup d'inscriptions que nous recevons de l'UNACREP. On peut aussi voir, suivant la participation, voir au cours de l'année comment peut-être accorder des inscriptions et des réductions pour le fait que vous avez beaucoup participé au cours de l'année. Mais les réductions qui sont prévues actuellement, c'est par rapport au nombre d'inscrits pour une affaire, pour un atelier en ligne. D'accord? Nous avons offert des bons de participation gratuites avec des conditions d'utilisation. Donc, les bons aussi peuvent être utilisés pour participer à une affaire. Donc, il y a des conditions que nous avons mises sur les bons. Donc, ceux qui l'ont reçu, vous pouvez les utiliser aussi en fonction en suivant les conditions d'utilisation. Mais comme c'est l'UNACREM, comme j'ai dit, on peut toujours discuter au cours de l'année pour faciliter vos inscriptions, vos participations, puisque ça fait 2 ans, vous êtes toujours avec nous, et beaucoup d'avantages d'inscription, et ça nous va droit au cœur. Et nous allons trouver les moyens pour pouvoir renforcer la collaboration et faciliter davantage les inscriptions, les participations venant de l'UNACREM. Ok, merci beaucoup. Merci, Adimao. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants avant qu'on aborde le deuxième point de notre séance d'aujourd'hui sur l'amélioration de la culture numérique? Ok, donc nous allons continuer la séance avec le deuxième point qui est l'amélioration de la culture numérique. Nous avons 2 intervenants, tous des spécialistes en informatique, tout ce qui est digitalisation. Ils vont prendre la parole tout à l'heure. Alors, pourquoi nous avons voulu ce thème-là pour être un élément de discussion sur le lancement des plans de formation? C'est pour essayer de montrer aussi qu'au cours de 2023, nous allons faire des propositions de formation qui sont en lien avec l'informatique, mais aussi la digitalisation des services financiers, et aussi de montrer qu'on ne peut pas être dans cette dynamique-là sans qu'au niveau des institutions, il y ait aussi des pratiques qui favorisent, bien sûr, tout ce qui se fait pour avoir des services financiers numériques digitaux pour les clients. Parce que de ma position en tant que gérant de cabinet FSH Expertise, puisque nous faisons des trucs en ligne, on voit souvent les difficultés que les institutions ont à réagir par rapport à tout ce qui est fait numériquement. Déjà, les mails, ce n'est pas facile pour tout le monde de pouvoir réagir. D'autres, vous envoyez des fichiers dans vos communications, mais ce n'est pas des fichiers souvent qui sont utilisés pour les prises de décision. Vous avez des gens qui vous demandent d'envoyer la version papier parce que sans la version papier, il n'y a pas de prise de décision. Donc, c'est un peu ce constat-là qui nous ont amenés à faire que nous avons dit 2023, nous allons faire le focus sur l'importance de la culture numérique parce qu'on ne peut pas chercher à ce que le client, depuis chez lui, fait un certain nombre d'opérations et que nous-mêmes, depuis nos bureaux, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire. Il y a beaucoup de cadres d'institutions aujourd'hui qui n'ont pas d'adresse mail ou bien qui ont des difficultés à utiliser convenablement ce genre de service. Or, tout ceci participe à créer un environnement qui favorise la digitalisation. Si l'ensemble des process est encore comment on appelle, sur du papier,
ça a des coûts et ça peut être un frein un peu à la digitalisation. Donc, c'est un peu ce qui nous a amené à proposer cette thématique. Et nous avons eu la chance d'avoir des experts qui vont nous parler un peu de cela. Nous avons M. Ferdinand Mekoko de la FESECA, qui est une des la plus grandes institutions du Bénin, qui fait beaucoup de choses déjà en termes de digitalisation, des services beaucoup avancés. L'épargne planifiée et digitalisée, qui est une collecte de tontines avec des outils numériques. Et nous avons aussi la grande institution numérisée, sinon digitale de la RDC, SMICO. Il y a M. François Pichou qui est là, qui va nous permettre de profiter de leur expérience un peu sur la question. Donc, voilà nos deux intervenants. Donc, M. Pichou, je ne sais pas si vous êtes là, vous pouvez activer votre caméra pour que les collègues puissent vous voir. Voilà, merci beaucoup. Baba, Ashanti Sana. Merci aussi, Baba. Voilà nos deux intervenants. Nous allons d'abord leur donner la parole pour se présenter. Donc, nous allons commencer par M. Mekoko. Vous allez essayer de vous présenter à nos collègues brièvement pour permettre de vous connaître. Oui, bonjour tout le monde. Oui, ok, allez-y. Okay. Oui, je disais bonjour tout le monde. Moi, c'est François Nzei Pichou. Je suis le directeur IT et nouvelles technologies de SMICO SA. Je suis dans le secteur de microfinance. Ça fait au moins 13 ans que je suis dans le secteur de la microfinance. C'est avec un grand plaisir que je me joins à ces webinaires pour parler un peu de l'amélioration de la culture digitale. Voilà. Merci beaucoup je l'ai pris comme ça et puis tout de suite il a dit oui pour être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Baba François pour la disponibilité. Le doyen Mekoko, allez-y. Oui. Présentez-vous rapidement. Moi c'est Mekoko Kofi Ferdinand. Je suis à la FESECA et je suis chargé de la digitalisation avec le service finance numérique. Donc, j'ai été sollicité par l'ami Sylvestre pour accompagner ce débat en ce qui concerne l'amélioration de la culture numérique. Merci à vous et bonne chance. Merci aussi pour la disponibilité. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on peut comprendre par culture numérique dans une entreprise, dans une institution de microfinance? On va permettre au doyen de répondre rapidement à la question avant que François, s'il a envie, il ajoute quelque chose. Oui, d'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Tout le monde essaie de faire le mieux possible pour être à la page. Mais en réalité, toutes les entreprises du monde aujourd'hui font en sorte que le numérique soit la priorité. En fait, l'utilisation de tout ce que nous utilisons comme technologie, ordinateur, copieur et tout ce qui est lié à l'Internet, tout ce qui facilite peut-être l'exploitation et des données, déjà nous permet d'aller ou bien d'avoir un goût pour le numérique. Sauf que l'enjeu est que beaucoup s'investissent dans le numérique, mais en réalité, à des pratiques différentes. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin peut-être de traîner des bouts de papier partout dans les services, ce qui alourdit davantage le traitement des données. Donc, toutes les entreprises se convergent vers la numérisation des données pour pouvoir faciliter davantage le traitement et les décisions. Voilà, cette culture qui est un besoin permanent et nécessite d'être améliorée.
Ok, merci beaucoup, monsieur Mekoko, pour cette introduction. Alors, monsieur Nzé, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle de culture numérique dans une entreprise, dans une institution de microfinance? Merci beaucoup, monsieur Sylvestre. Je ne sais pas si vous savez, c'est depuis plusieurs décennies, aujourd'hui, que l'introduction de la technologie, de l'information et des communications a profondément transformé les pratiques managériales des entreprises et plus particulièrement des IMF. Et c'est cette transformation, comme mon prédécesseur vient de le dire, est à la base de la culture numérique. Okay? Et la culture numérique, c'est vraiment une approche qui traverse l'ensemble de l'écosystème, de l'entreprise, et c'est là sur plusieurs niveaux. Premièrement, je peux dire du point de vue technique, sur le niveau technique, les IMF sont appelés à intégrer des outils et des moyens techniques comme par exemple de CBS, de core banking, des logiciels, des applications, des réseaux informatiques pour essayer un peu de générer des rapports pour une prise de décision un peu plus rapide afin d'aider les institutions ou des IMF à évoluer. Comme l'a dit encore mon prédécesseur, cette transformation numérique nous aide aussi à éviter tout ce qui concerne des paperasses. Parce qu'avant, il y a des années, moi je me rappelle quand j'ai commencé à la microfinance, il y a un certain temps, c'était de cela au moins 10 ans, l'entreprise à Copec, quand je suis arrivé, tout était manuel. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Avec cette transformation, cette introduction de la technologie de l'information et des communications. Du point de vue éducation, il s'agit ici de l'éducation du personnel et sur la bonne utilisation des solutions numériques à installer au sein de l'entreprise. OK? Il y a, la gestion de mots de passe, il y a la gestion des accès qui doivent être, et aussi les sensibilisations. Nous devons sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils puissent adhérer, aussi comprendre cette culture numérique. Enfin, sur... Donc, on comprend. Oui, allez-y. Je voulais atterrir toujours sur le premier point là, c'est-à-dire sur le niveau économique. Nous devons aussi utiliser le numérique pour créer du business. Pour créer le business et améliorer notre expérience client. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils numériques qui nous aident comme des CRM, qui nous aident vraiment à interagir directement avec des clients. Alors, si les institutions de microfinance n'adhèrent pas, n'arrivent pas à adhérer ou accepter cette transformation, cette culture du numérique, je pense que nous serons en train de nous bloquer et les secteurs seront en train de bloquer et l'avancée ne sera pas vraiment considérable. Merci beaucoup, Baba François, pour cette introduction. Donc, on remercie quand même les deux qui ont permis de comprendre que c'est l'usage que nous avons, c'est l'habitude que nous avons avec les terminaux numériques dans le travail que nous faisons au quotidien. C'est cet environnement qu'on crée au niveau de l'institution qui permet d'aboutir à une culture numérique. Et comme François l'a essayé, c'est d'abord des outils, mais aussi des ressources humaines qui comprennent l'enjeu et qui sont éduqués à faire usage des supports numériques. Et comme il a aussi dit, c'est-à-dire qu'on a un gain, notamment de service à la clientèle aujourd'hui avec WhatsApp, avec Facebook, avec LinkedIn. On peut être en contact avec des gens et répondre. Il y a aussi les robots qui sont créés aujourd'hui pour interagir avec les clients, leur donner des réponses automatiques pour régler leurs problèmes. Merci à vous deux pour avoir campé un peu la question, la préoccupation de culture numérique au niveau des entreprises et des institutions de microfinance. Alors aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui est fait, c'est vrai qu'on a essayé d'aborder un peu. Quel regard vous jetez-vous sur la culture numérique dans les IMF? Est-ce que cette culture-là existe? Ou si elle existe, est-ce qu'elle est vraiment, comment on appelle, elle est quand même totale? Est-ce que tout le monde y adhère?
Quelle est la situation aujourd'hui au niveau de nos institutions? Oui, monsieur. Malheureusement, et bien que ce soit la volonté de toutes les grandes firmes, surtout lorsque nous parlons des institutions de microfinance, la volonté est de faire en sorte que tout le monde adhère à cette logique. Mais il y a des réticences de part et endroit, et il y a des conservations et des comportements qui ne permettent pas ces avancées, puisque la culture de ce changement-là n'est pas suffisamment acquise, parce que le personnel, d'abord, lui-même, il n'y a pas cette confiance, cette volonté-là d'abandonner peut-être l'existence. Les gens sont toujours calqués sur ce qui existait, ce qu'on a toujours l'habitude de faire, ce qui fait que introduire des nouvelles pratiques, des nouvelles politiques de numérisation dans la façon dont nous exécutons nos travail, ça constitue pour eux parfois un frein, alors que ceci rend plus opaque et rend plus opaque, plus dur, ou bien moins agile la prise de décision. Je veux prendre par exemple le cas des domaines, c'est-à-dire les websites que les institutions ont, et pour favoriser les mails, pour faire l'utilisation des mails professionnels pour la prise de certaines décisions ou la communication même au sein de l'entreprise. Quand vous prenez par exemple le processus de crédit dans les IMF, ou bien même d'acquisition ou d'autorisation peut-être d'une activité au niveau hiérarchique, il aurait suffi certainement que chaque acteur, chaque personnel comprenne bien le rôle qui est le tien pour pouvoir saisir l'opportunité juste en écrivant un mail ou bien en répondant à un mail professionnel pour donner son accord, sa position, attachée peut-être à toutes les personnes qui sont impliquées dans cette décision pour favoriser peut-être. Mais ce n'est pas le cas. Il y a encore cette pratique dans beaucoup d'institutions qui font des fiches. Il faut passer les fiches par le directeur de tutelle, le chargé, ainsi de suite, jusqu'à atteindre par exemple le directeur. Alors qu'il suffirait simplement d'écrire un petit mail par sa boîte professionnelle et partager à tous ceux-là, et chacun puisse donner son avis à la chose. Donc, le numérique, ce n'est pas assez d'avoir de grands outils simplement. C'est vrai, il faut avoir les technologies de pointe pour pouvoir fiabiliser davantage les données. Mais c'est encore le comportement, l'attitude comportementale que nous adoptons. Donc, cette réticence, cette mauvaise volonté du personnel à adhérer à la chose donne un frein vraiment à la culture de numérique. Donc, pour l'améliorer, il faut d'abord un changement. Il faut qu'il y ait un service de changement de comportement qui soit instauré pour que les gens soient sensibilisés davantage à l'usage de nécessaires disponibles déjà et à comprendre aussi la pertinence de ce qui est instauré ou bien de ce qui est voulu. Quand les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit, ils sont toujours réticents. Ils disent que peut-être ce n'est pas ça qu'on faisait. Et ils n'ont pas confiance peut-être au bon dénouement peut-être de la pratique. Il faut réécrire les procédures pour que les gens puissent adhérer à la chose et les sensibiliser davantage pour comprendre qu'il y a toujours un temps à gagner quelque part. Il y a toujours une dépense à faire en moins. Et quant aux achats, par exemple, de papier, une note de service, par exemple, qui peut être diffusée à tout le monde, envoyée dans les boîtes, non. On préfère imprimer, trimballer partout, peut-être que chacun pose ses visas là-dessus. Tout ça rend plus lourd le processus. Et donc, il y en a assez. Je vais laisser peut-être le temps à M. François d'ajouter leur expérience pour que les uns et les autres comprennent bien la pertinence de ce que nous disons. Merci. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup insisté sur les hommes peut-être qui n'adhèrent pas encore à la chose et que cette culture numérique est freinée par les hommes. Alors, monsieur Nzé, comment vous voyez cela? Quels sont aujourd'hui les principaux constats
au niveau de votre institution, mais aussi du secteur de la microfinance de la RDC par rapport à cette adhésion au process numérisé? Le principal constat sont les obstacles à cette culture numérique dans les institutions financières que nous rencontrons en Afrique et surtout ici en Afrique centrale. Tout d'abord, les niveaux d'adoption de la technologie des informations et des communications par les IMF. Donc, il y a aujourd'hui encore des IMF qui n'ont pas encore accepté que pour se développer aujourd'hui, ils doivent d'abord adopter la NTIC comme solution à tous leurs problèmes. C'est vrai que la NTIC aujourd'hui, ça ne peut pas gérer presque tout ce qui est au niveau de l'IMF, mais c'est quand même quelque chose qui est incontournable. Donc, nous ne pouvons pas avancer ou les IMF ne peuvent pas envisager d'aller loin s'ils n'ont pas encore adopté cette technologie d'information et de communication. Il y a aussi le modèle commercial qui peine à évoluer en fait. Ceci avec le profil des agents qui sont dans des IMF, qui traînent à comprendre qu'il est temps de faire le virage nécessaire vers le numérique. Comme l'a dit aussi mon collègue panéliste. Donc, les agents ou le dirigeant eux-mêmes ne comprennent pas qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire un autre virage, doit virer vers le numérique pour aspirer ou pour atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés. Okay? Il y a aussi la cible des activités des IMS, le faible taux d'instruction des clientèles. Et c'est vraiment un obstacle à ce niveau-là. Donc, les clients aussi, les clients, pour nous, les IMF, cette faible instruction, parce que nous travaillons vraiment avec des clients, permettez les mots, qui ne sont pas vraiment instruits. Mais aujourd'hui, pour le pousser, accepter la digitalisation, c'est vraiment un problème. Raison pour laquelle je pense que c'est vraiment un obstacle pour la culture numérique. Donc, la clientèle, les utilisateurs, tout le monde doit être sensibilisé, doit être appelé à adhérer à la culture numérique pour que nous puissions avancer. À part cela, il y a aussi le coût, qui est aussi un obstacle que j'ai élevé. Il y a le coût lié au développement de produits numériques. Car ces coûts viennent impacter sur le coût des produits traditionnels. Okay? Pourtant, cette dernière reste relativement sceptique à toute augmentation de la tarification. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on peut accepter de digitaliser nos produits, mais le coût qui vient derrière, est-ce que après digitalisation, après réalisation de tout ça, est-ce que nous serons en mesure de rentabiliser ce que nous avons fait? Il y a aussi ça, un problème qui arrive et que nous les constatons au quotidien. Il y a aussi le problème de la taille de l'entreprise. Certaines personnes, certains dirigeants de l'institution pensent que notre entreprise est encore petite pour adopter ou adhérer à la digitalisation. Il y a le niveau aussi des dirigeants. Le niveau des dirigeants, je dirais même l'âge de certains dirigeants. Il y a des institutions qui ont encore des dirigeants qui ont dépassé un peu l'âge de l'époque. Qui bloquent aussi un peu cette avancée de la digitalisation. Donc, avec ces éléments-là que je viens de citer, si on a une solution à tous ces problèmes-là, je pense que la culture numérique va vraiment s'améliorer et s'étendre dans toutes les IMF. Merci beaucoup, François, pour avoir abordé tous ces aspects-là sur aujourd'hui les constats, les freins à la culture numérique. Je voudrais quand même avoir un peu l'avis du doyen sur le fait qu'il a essayé de dire que les clients aussi peuvent être un frein à la culture numérique. Comment vous voyez cela? Quelle est votre perception du fait que les clients aussi, au-delà des ressources humaines que nous avons, les clients aussi peuvent nous empêcher quand même d'adopter une culture numérique plus avancée?
Oui, justement, la pratique chez nous montre cet aspect. Quand nous prenons la FESECAM, depuis des années déjà, depuis 2017, la FESECAM s'est engagée résolument à pouvoir faire une transformation de tous nos processus. Mais quand vous voyez nos clients aujourd'hui, par exemple, l'idée de conserver, par exemple, le carnet d'épargne, là, le livret d'épargne, là, pour eux, c'est l'évidence. C'est l'évidence. Ils ne sont pas prêts à se désocier de ça. Parce que c'est ça qui constitue peut-être leur preuve de ce qu'ils ont épargné chez vous. Ils ont épargné chez nous. Donc, or, le processus même de digitalisation commence par là. Et que peut-être ça peut avoir un impact sur le cours de service à leur rendre. Mais ils ne sont pas prêts, par exemple, à abandonner ça. Donc, il faut du travail, il faut une conduite de changement. Il faut un service de conduite de changement pour sensibiliser davantage les uns les autres en amont et en arrière pour savoir exactement de quoi il s'agit et comment chacun doit pouvoir adhérer. Puisque c'est seulement par l'adhésion et l'acceptation de tout ce qu'on peut y arriver totalement. C'est vrai que c'est un processus et le processus de transformation peut aller de façon progressive. Mais il y a le nécessaire d'abord. Il y a ces barrières-là qu'il faut d'abord baliser pour pouvoir rendre le chemin plus propre et pour pouvoir avancer sur tous les aspects nécessaires. Merci beaucoup. Donc, il y a le besoin aussi de relever le niveau de culture, d'éducation numérique des clients pour pouvoir faciliter les interventions. Je voudrais revenir à M. Nzé sur la question de la taille et aussi du coût de la numérisation, digitalisation. Parce que, alors, digitaliser aujourd'hui, en vous écoutant, c'est que ça coûte cher. Alors, ça coûte cher, est-ce que c'est parce qu'on veut vite rentabiliser les opérations ou bien c'est parce qu'on n'a pas les moyens? Quelle est aujourd'hui la situation? Est-ce que c'est parce qu'on veut vite rentabiliser? Parce que si on a le temps d'amortir les charges à la digitalisation, avoir un niveau de rentabilité un peu plus poussé vers 5 ans, 10 ans, ou bien c'est parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir acquérir ou faire les investissements dont on a besoin aujourd'hui, mais à les amortir un peu plus tard, plusieurs années. Quelle est la situation? Est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est le besoin de rentabiliser qui fait que la numérisation coûte cher? Je dirais que c'est presque tout ce que vous avez dit, la taille, le besoin aussi, parce que quand vous investissez de l'argent, vous avez vraiment cette envie-là que cet argent, l'argent puisse rentrer le plus rapidement possible. Rapidement. Mais aussi, lorsque nous apprenons dans des formations sur la digitalisation, on nous apprend toujours que lorsque vous lancez la digitalisation, il ne faut pas vraiment s'attendre aujourd'hui à la rentabilité d'ici une année ou 2 ans. Donc, il faut toujours attendre au moins, ça prend au moins un long moment pour que le produit et le service numérique que vous avez mis en place puisse être rentable. Donc, ici, c'est de voir si on peut marier le tout. Parce qu'aujourd'hui, ici, je ne sais pas si je peux parler de régulateur, qui est la Banque centrale, qui est un peu qui a sorti une instruction qui refuse, au moins si je peux utiliser le terme, aux institutions financières de facturer certains services. OK? Aujourd'hui, tous les services au niveau des IMF sont gratuits. Mais aussi, les IMF sont appelés à satisfaire leurs clients. Comment vous pouvez, et la Banque centrale aussi nous demande à faire l'inclusion financière. Comment nous allons faire l'inclusion financière? Nous allons transformer, satisfaire les clients à leur offrant tous ces services gratuitement. Il y a cette problématique aussi qui peut être réglée aujourd'hui. Parce qu'on sait que si on peut mettre en place le produit et service moyennant le fisc de coût minime, exemple, je vous donne juste un exemple banal pour chez SMICO, pour les SMS banking.
Chez nous, chez Smico, nous avons 3 fournisseurs des SMS banking. Nous les offrons ces services-là gratuitement. Alors que ces services-là, juste les SMS banking, pour notifier les clients chaque fois qu'il fait une opération, pour notifier les clients informer les clients sur ces opérations, là, nous les faisons gratuitement. Alors que pour acheter ces SMS-là, nous dépensons beaucoup d'argent. Nous dépensons beaucoup d'argent. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre nos clients sur le service WhatsApp Business. L'implémentation de service WhatsApp Business coûte beaucoup d'argent. Il faut créer des API, il faut chercher des fournisseurs, des partenaires, faire des intégrations, tout ça, l'institution dépense de l'argent. Mais s'il faut offrir ces services-là aux clients, vous les offrez gratuitement. C'est parce que la Banque centrale veut à ce qu'on puisse les faire gratuitement. Mais la Banque centrale veut aussi que nous puissions aller dans l'inclusion financière et surtout, et nous-mêmes, Smico, je suis en train de parler Smico parce que je suis de Smico, bien sûr. Nous-mêmes, Smico, l'institution, nous voulons aussi nous rapprocher et satisfaire nos clients. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment un peu opposées. Mais nous, aujourd'hui, j'estime, si la Banque centrale essaie un peu de soulager les institutions financières avec des instructions un peu qui peuvent régler certains problèmes du côté des institutions financières, je pense que la rentabilité, bien que nous savons que nous ne pouvons pas l'avoir d'ici une année ou 2 ans, mais nous pouvons aussi, mais si quand même on sait avoir quelque chose, je pense que ça peut accélérer un tout petit peu cette rentabilité-là. Ok, merci beaucoup. Donc, on voit que la numérisation, la culture numérique n'est pas à des coûts, même s'il y a des gains, il y a des coûts quand même. Et puis, c'est l'arbitrage qui va permettre de trouver l'équilibre. Mais je suis content quand même qu'on soit d'accord tous qu'on ne peut pas avoir la rentabilité dans une année, 2 ans, mais qu'il faut, c'est quelque chose qu'on doit chercher à long terme. Hein. Il y a aussi les exigences réglementaires, de plus en plus de transparence dans les opérations qui demandent, par exemple, d'avoir SMS banking. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il le facturer au client? Donc, ça, c'est des discussions, des arbitrages qu'on peut faire au niveau de chaque institution. Alors, je ne sais pas si le doyen Mekoko a quelque chose à dire sur l'intervention de François, avant de nous parler aujourd'hui de quelques actions. Hein. Quelles sont les actions qu'on peut mener au sein des institutions pour renforcer la culture numérique? Oui, d'abord, pour revenir sur les freins, ce qui rend plus difficile peut-être l'engagement de certaines institutions, c'est qu'il y a des institutions qui ne veulent pas prendre aussi de risques. L'aspect risque constitue aussi un frein. Alors qu'il faut avoir le courage de prendre la décision, d'aller en avant pour pouvoir plus tard peut-être faire face aux risques lorsque ces risques-là s'opèrent. Et qu'on sache, qu'on le sache, qu'on le fasse ou pas, il y aura toujours des risques auxquels nous allons faire face. Donc, dans notre volonté, dans notre engagement, il ne faudrait pas qu'en pensant peut-être au risque, qu'on voit déjà le coût du risque sur l'activité à réaliser. Donc, cet aspect-là aussi est très, très capital. Les institutions doivent comprendre qu'il y a du risque partout et que les risques peuvent être atténués au fur et à mesure que lorsque ça devient nécessaire, on essaie de s'adapter. C'est pourquoi dans chaque action, dans chaque activité technologique que nous allons élaborer, il y a toujours la cartographie de risque qui doit s'accompagner pour permettre d'attaquer, de contre-attaquer peut-être l'occurrence de risques qui adviennent. Donc voilà un aspect très important qui fait que les gens se limitent dans l'engagement à donner lorsqu'il s'agit de numérisation des activités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau des institutions pour améliorer et renforcer la culture numérique? D'abord, je venais de le dire, il faut d'abord que le personnel même adhère à cette culture. Donc, il faut une conduite de changement. Il faut ces gens de service-là pour motiver davantage, d'abord, les gens à pouvoir accepter que c'est nécessaire. Et c'est maintenant. Lorsque le personnel et le décideur lui-même n'est pas convaincu que c'est nécessaire et que c'est maintenant,
alors on continuera toujours à traîner. Donc, ça fait partie d'abord des premiers aspects qu'il faut penser la chose, partager cette pensée de ce que nous voulons faire avec tout le personnel. Faisons en sorte que chacun sache le rôle qui est le leur, que chacun puisse s'engager à pouvoir réellement jouer sa partition. Et faire en sorte aussi déjà que les petits moyens que nous avons à l'interne qui nous facilitent la chose, qu'on puisse les adopter. Je veux parler par exemple simplement des mails, l'utilisation des mails, d'accord? Et il fut un moment, tout récemment, je veux dire, dans mon service, il y a le fait que nous avons besoin urgemment de l'autorisation du DG pour faire un virement numérique, pour alimenter des comptes numériques. Le DG n'étant pas en place, celle qui devait prendre la décision pour contacter le DG, bon, puisqu'il n'y avait pas une fiche au pliara pour faire la demande, elle s'est mise dans l'hésitation. Alors qu'il suffirait simplement qu'elle écrive un mail au DG et faire rattacher peut-être à ceux qui interviennent dans tout ce parcours-là. Donc, il faut que l'utilisation des mails professionnels soit une évidence, soit effective, parce que les gens payent pour ces services-là. Donc, si dans les institutions, dans les services, on ne peut pas les rendre plus opportuns, donc ce serait très, très difficile d'en arriver peut-être à ce que l'autonomisation, parce que la technologie même doit faire. Il faut d'abord commencer par là. La culture du changement. Il faut que tout le monde accepte la chose, tout le monde comprenne qu'on peut rompre avec l'ancienne pratique et on peut toujours aller en avant avec les nouvelles technologies. Merci, doyen. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour renforcer les choses? Déjà, on sait que le SMICO est complètement en avance. Hein? Maintenant, qu'est-ce que vous proposez aux autres de faire comme vous? Pour renforcer la culture numérique, moi je dirais d'abord, la première chose, c'est de mettre en place une stratégie digitale dans l'institution. Pour mettre en place une stratégie digitale, et vous pouvez d'abord commencer par le plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, vous pouvez clarifier le projet de tout ce que vous voulez mettre en place. C'est ça le début. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que le client veut? Qu'est-ce que les dirigeants veulent? Qu'est-ce que la Banque centrale aussi veut? Vous réfléchissez dans ces termes-là et vous mettez des idées sur papier et vous réfléchissez maintenant comment le mettre en place. C'est d'abord ça. Commencer avec un plan d'affaires. Et ensuite, je dirais, il faut vraiment investir sur une solution informatique flexible. Quand je parle de la solution informatique flexible, c'est bien beau, vous pouvez avoir les idées pour renforcer votre système, votre culture numérique. Mais si votre CBS, votre système informatique, ne vous permet pas de recevoir tout ce que vous avez envie de capter ou d'introduire, d'intégrer, en tout cas, vous êtes parti pour échouer. Les idées, vous pouvez mettre sur papier, mais tant que votre système, la solution informatique n'est pas flexible, n'est pas accepté des API d'un autre partenaire, le système n'est pas accepté, n'arrive pas à intégrer avec un CRM Odoo, n'arrive pas à intégrer avec une application de la digitalisation ou de la numérisation de processus de crédit, n'arrive pas à intégrer avec une application. Donc, vous partez pour l'échec. Donc, déjà, au départ, à part ces plans d'affaires, vous devez avoir aussi un système, une solution informatique qui est flexible, qui doit accepter d'autres solutions. OK? Et enfin, moi, je dirais, il y a aussi pour renforcer, nous devons vraiment être centrés sur le client. Être centré, parce que quand vous êtes centré sur les clients, vous avez toujours des idées. Vous avez des idées et dans ces idées-là, ça va vous permettre aussi de mettre en place ce projet-là, le projet de solutions numériques, en fait, d'avancer. Je pense que ces 3 points, pour moi, et j'estime vraiment, c'est vraiment primordial pour renforcer cette culture numérique dans nos IMF. D'accord. Merci beaucoup, François, pour avoir dit c'est important de savoir ce qu'on veut faire, donc une stratégie, un plan d'affaires qui clarifie les choses.
et ensuite avoir un système vraiment flexible qui permet d'accepter, parce que comme on le voit dans la numérisation, plusieurs solutions avec plusieurs concepteurs, tout ça doit pouvoir interagir et comme vous l'avez dit, c'est pour la satisfaction des clients, donc il faut mettre les clients au cœur de votre système de numérisation. Alors, pour vous, quels sont les liens éventuels que vous voyez entre la culture numérique des institutions et la digitalisation de leurs services? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que le fait de chercher à avoir des institutions avec des processus numérisés, est-ce que ça facilite la digitalisation ou bien le contraire? Comment vous voyez ça? Est-ce que le fait d'avoir des processus numérisés conduit facilement à la digitalisation ou bien c'est la digitalisation qui permet la culture numérique? Moi j'estime que le monde évolue très rapidement et les IMF sont incapables de résister à cette évolution. OK? Entre risques et opportunités, comme mon collègue panéliste l'a dit, il a évoqué des risques, le choix doit être fait. Du fait que les IMF deviennent de plus en plus incontournables dans les secteurs bancaires et financiers, bien sûr. OK? Pour moi, la digitalisation procure certain nombre d'avantages. Et je pourrais citer peut-être l'augmentation des revenus et des réductions. Et l'augmentation des revenus et des réductions des coûts. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La digitalisation nous amène à ça. La digitalisation nous permet de renforcer les interactions avec notre client. Je venais de le dire tantôt. Si vous attachez votre système, vous avez un CRM, donc vous pouvez savoir directement le besoin de chaque client. Le besoin de chaque client. Parce qu'avec un outil ou une application qui gère les relations avec des clients, ça vous permet vraiment d'être au centre de la clientèle et de comprendre vraiment ce que le client veut. Et avec ça, ça va vous permettre d'avancer et de mettre en place des idées et des stratégies qui vont peut-être vous pousser à cette digitalisation. OK? Le troisième point ici, c'est offrir une expérience de façon personnalisée aux clients. Donc, il y a des produits que vous devez mettre en place, des produits sur base de besoins de la clientèle. Développer des produits. Vous savez que notre clientèle a besoin de ça. Par rapport à la concurrence aussi. Vous êtes appelés à, les IMF sont vraiment appelés à offrir une expérience de façon personnalisée aux clients et sur chaque produit qu'ils vont mettre en place. Et enfin, moi, je dirais offrir des services en renforçant l'objectif d'inclusion financière. Donc, on doit donner ces services-là aux clients et on sait qu'en donnant ces services, nous avons l'objectif premier, c'est vraiment de renforcer l'inclusion financière. Ce n'est que la digitalisation qui peut nous permettre et qui va nous permettre à réaliser tout ça. Merci beaucoup, François, pour cette intervention. Alors, le doyen est là. Alors, pour vous, est-ce que vous avez un lien éventuel, des liens entre la culture numérique et la digitalisation? Parce que de plus en plus, on met l'accent sur l'importance d'avoir des services digitaux. Mais est-ce qu'à l'interne, les acteurs, est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi d'être culturels, enfin, d'être, comment on appelle, éduqués numériquement pour pouvoir accompagner ce mouvement-là de façon efficace? D'abord, la digitalisation commence à la culture numérique. Donc, pour ajouter un peu à ce que François venait de dire tout à l'heure, d'abord, tout le processus numérisé devrait aboutir à pouvoir rendre le service. Et que lorsque le service rendu passe par des canaux digitaux, on parle de la digitalisation. Donc, tout ce qui a été transformé, tous les processus, l'aboutissement de tous les processus, c'est de pouvoir aboutir à un service rendu par le client tout en étant partout où il est. Donc, la digitalisation, c'est la finalité même de l'amélioration même de la culture numérique.
d'accord? Lorsque tout ce qui est processus conduit alors à pouvoir satisfaire le client à un service, d'abord à distance, quels que soient les canaux digitaux que le client dont le client a accès, qu'il puisse avoir le service à partir de son smartphone, à partir peut-être de tout ce qui va lui permettre, tablette, de tout ce qui va lui permettre d'avoir accès à un service, surtout lorsqu'on parle de services financiers. Donc, c'est vrai que les deux thématiques semblent être les mêmes, mais en réalité, l'un est la finalité de l'autre. Et le premier est peut-être le départ, tout part, la digitalisation part d'abord de l'acceptation de la culture numérique. Lorsque la culture numérique est acquise, on peut avoir comme résultat, au bout de tout le processus, la digitalisation. Voilà ce que je voudrais préciser et ajouter à ça. Merci beaucoup, parce que vous venez de montrer que la finalité, c'est la fin de la culture numérique, c'est la digitalisation. C'est très intéressant de cette conclusion-là. On a l'impression qu'on veut digitaliser les services tout en maintenant les institutions archaïques, surtout les acteurs au niveau des institutions. On veut qu'ils continuent à faire des choses. Et tant que ce n'est pas les services digitalisés, pour à être manuel, à être archaïque, ainsi de suite. Vous voyez, il y a cette dichotomie au niveau des institutions où seuls les processus digitalisés demandent la digitalisation. Et juste à côté, on a des services complètement manuels qui continuent d'exister sans qu'on essaye de faire des choses en interne. Or, c'est de là qu'il faut partir d'abord et minimiser les choses, et ça va donner un point, enfin une accélération au niveau des services digitalisés. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure à votre niveau, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai des interventions déjà des écrits dans la boîte de messagerie. Dramani qui dit qu'il faut informer, communiquer, former le personnel sur le numérique pour faciliter son attestation. Bon, Soul, il demande d'aller loin avec l'intelligence artificielle. Pour ça, la majorité de nos clientèles est analphabète. Ça, c'est Dramani qui le dit toujours. Il faut mettre des outils en langue nationale. Merci je pense que ça doit être Koso qui parle de l'absence de culture du numérique qui est l'obstacle principal. Ok, monsieur Ndagano, vous avez levé la main. Allez-y, activez votre micro et posez votre question à nos panélistes. Alors, merci beaucoup, Sylvestre. Moi, ce n'est pas une question, c'est... Je remercie François et Kofi pour cette grande réflexion. Et donc, moi, je voulais juste apporter ma petite contribution en disant que finalement, de leurs interventions, moi, j'ai noté pratiquement que la question de numérisation, ce n'est pas une question de buzz. Ce n'est pas qu'on numérise juste pour faire le buzz ou jouer un peu à l'effet de mode, non. On a compris que c'est le client d'abord qui est au centre de tout. C'est ce qu'on appelle l'amélioration de l'expérience client qui est un élément important parce qu'on se pose des questions tous les jours de comment satisfaire les clients qui est en fait notre patron, qui est celui qui mène le business. L'autre élément que moi j'ai retenu en tant que manager, c'est qu'on ne fait pas la numérisation sans regarder les questions du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on ne peut pas investir sans se poser de questions de comment, à la fin, on va rentrer sur nos frais. On améliore l'expérience, les clients utilisent, et à la fin de la journée, il faudra que le chiffre d'affaires de l'institution puisse être impacté. L'autre question, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle le renforcement de l'efficacité opérationnelle. C'est-à-dire, on fait également de la digitalisation pour faciliter la tâche en termes opérationnels. C'est pour ça qu'on peut dire, on fait les mails au lieu de passer des appels, au lieu d'envoyer une lettre en dur, etc. Donc, on veut se faciliter la tâche du point de vue opérationnel et on va sur plusieurs types de numérisation qu'on pourrait faire par rapport aux tâches opérationnelles du quotidien et qui doivent faciliter. Mais pour chuter, ce que j'ai compris également, c'est que si on veut réussir cette mission, il faut éduquer. Il faut commencer par éduquer.
Et ici, on a parlé de l'éducation numérique de parties prenantes. Et quand je parle de parties prenantes, ça veut dire que ça va du personnel, de clients, même des dirigeants au niveau des conseils. Il faut que toutes ces parties prenantes et les autres partenaires puissent effectivement comprendre la nécessité de mettre en place des solutions qui améliorent à la fois le quotidien des équipes, mais aussi l'expérience de notre clientèle. Voilà un peu comment j'ai compris et merci encore à François et à Kofi parce que c'est vraiment très riche et je voulais apporter quand même cette contribution en tant que manager dans ma vision de la raison de la numérisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndagano pour cette contribution très, très, très intéressante. Il y a quand même quelqu'un qui dit que la question de la numérisation ne doit pas être obligation. Nous avons tant de catégories de clients et membres. Nous avons différentes catégories de clients et membres. Comment vous voyez cela? François, si vous avez quelque chose à dire, il dit pour Kangeta Wakiza de Ouvira, Kopé Kalundu, ça ne doit pas être obligatoire la numérisation. Comment vous voyez ça? Oui, je pense qu'il a raison. Il a raison, comme mon DG, si je peux le permettre, venait de le dire, mais c'est Pacifique Ndagano, venait de le dire. La digitalisation, ce n'est pas une question de baise. Ce n'est pas parce que l'autre a fait, moi aussi je veux faire. Ce n'est pas ça. Donc la digitalisation ou la culture numérique, c'est d'abord question de vision. C'est d'abord la vision. Si une institution estime que pour eux, ils n'ont pas besoin de ça, on les conseille, on comprend. Mais la vision de chaque institution se diffère. C'est vraiment une question de vision. Ce n'est pas faire la baisse, ce n'est pas suivre parce que l'autre a fait ceci, nous aussi nous devons faire ceci. Non, c'est vraiment, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf ça. C'est sauf ça. C'est vraiment une question, vraiment comme je l'ai dit, des objectifs, de la vision de l'institution. Donc, nous, STMICO, en 2021, notre vision était de devenir l'institution la plus digitalisée de la RDC. C'est sur cette vision que nous sommes en train d'y aller. Voilà un peu, merci François pour m'avoir permis de savoir que c'est le DG qui intervenait tout à l'heure. Je n'avais pas fait attention. Merci beaucoup DG pour la participation à notre webinaire et pour cette intéressante contribution. Donc c'est M. Pacifique, DG de SMICO. Comme l'a dit son collaborateur, c'est une institution qui fait un travail remarquable en termes de digitalisation. Le dernier produit, c'est le SMICO Web, permettre aux clients d'accéder à leur compte à partir d'Internet. Je pense que aussi bien au niveau des services digitaux, au niveau de la communication digitale, c'est une des meilleures institutions que moi, j'ai du plaisir à suivre. Merci beaucoup, DG, pour cette intervention. Il y a mon ami Pacom qui dit que les institutions doivent s'adapter pour profiter de la digitalisation. Sinon, elles risquent d'être caduques dans leur pratique. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Faire en sorte que le numérique soit utilisé au quotidien, en fait. Hein. Si on n'a même pas de produits digitaux, on peut quand même utiliser le numérique sur certain nombre de choses. Parce que nous, de ma position de consultant, mais aussi de formateur en ligne, tout ça, on voit beaucoup de choses, on se demande, mais on est en 2022 et puis les gens ont ces difficultés-là. Hein. Des cadres, des agents d'institution qui ne sont pas capables d'ouvrir leur mail, de répondre à un mail, ça fait un peu mal. De se connecter, par exemple, à ce truc-là, c'est difficile parfois. Et ça interpelle. Si c'est les gens, les personnes qui vont faire la digitalisation des services, on risque d'avoir des retours pas très intéressants. Donc, merci pour ces préoccupations. Hein? Pour ces interventions. Alors, pour finir, voilà, Monsieur Traoré, allez-y. On va libérer nos intervenants et les participants aussi. Monsieur Traoré, pour une dernière intervention. D'accord, merci beaucoup pour cette riche présentation de cette problématique d'actualité. Effectivement,
la culture numérique aujourd'hui s'impose à nous, ça s'impose. Effectivement, les structures, si une structure choisit de ne pas la pratiquer, c'est sûrement parce qu'il n'y a pas de moyens. Sinon, en réalité, il faut avoir les moyens et ne pas se mettre dans la culture numérique qui s'impose à tout le monde aujourd'hui. Et par rapport à ça, je pense que les présentateurs ont été très clairs sur un certain nombre d'éléments, notamment les prérequis. Ils ont cité beaucoup d'éléments qui sont des préalables qui doivent être disponibles avant que cela ne soit possible. Et notamment aussi, insister aussi également sur les conditions de succès. Ils ont tout dit. Maintenant, les freins, pour la plupart aujourd'hui, c'est les moyens. C'est les moyens, quelle que soit la conduite de changement que nous allons mettre en place. Et je le dis en tant que spécialiste de la conduite de changement, quelle que soit la conduite de changement qu'on va mettre en place, et s'il n'y a pas de moyens nécessaires, ça n'aboutira pas. Ça n'aboutira pas. Donc, par rapport à ça, il faut quand même une volonté politique. Il faut vraiment une volonté politique pour accompagner le processus, parce que nous voyons que les institutions de la BCA consort exigent que nous rendons des services vraiment adéquats, rapides et adéquats et efficaces et fiables aux clients, à nos membres. Mais l'accompagnement s'attarde à venir tel que nous le souhaitons. Donc, parmi les parties prenantes dont tu as parlé, je suis en train de mettre vraiment un point capital sur les autorités bancaires. Ils nous donnent des procédures, ils nous donnent des conseils, des exigences, mais les moyens ne suivent pas. Donc, ça, c'est des plaidoiries qu'on doit pouvoir le faire. Et chaque État devra prendre ces différentes, je ne sais pas, dispositions pour que vraiment les choses évoluent le plus tôt possible. Sinon, nous sommes très en retard. Et je souhaite que ces genres de sessions et consorts soient vraiment faites à la présence des autorités bancaires. Ce n'est pas qu'ils ne le savent pas, mais il faut quand même que les associations de professionnels des SFB fassent des plaidoiries sur cette activité. Et sinon, vraiment, au niveau de... Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je félicite tout le plateau. Merci à tous ceux qui ont intervenu dedans, M. Fazili, Moutala, tout ça, je pense que ça accompagne tout ce qui est dit. Alors, le doyen Mekoko a eu les parties. Alors, je vais laisser rapidement François nous dire son dernier mot avant de chercher à clôturer la séance. Monsieur Sylvestre, mon dernier mot, je dirais que quels que soient les obstacles et les risques qui sont derrière les avantages offerts, les IMF n'ont d'autre choix que de shifter vers la digitalisation et de renforcer leur culture numérique. Donc, si vraiment les IMF ont des visions, ils ont des visions d'aller plus loin, moi je pense que la seule voie qu'ils doivent mener, c'est la digitalisation. Et je pense que c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Baba François, pour les interventions, pour les conseils, les propositions qui ont été très appréciées par les participants. Donc, nous sommes en train de finir notre séance d'aujourd'hui. Mais comme on l'avait dit, le prochain affaire pour nous, c'est sur les travaux de fin d'exercice dans une IMF, qui va être notre prochaine activité de formation en ligne. Alors, je voudrais voir si le formateur, M. Madou, s'il peut intervenir pour nous parler de ça rapidement. Alors, je voudrais rassurer les uns que tout ce qui a été dit aujourd'hui, nous allons le mettre en ligne.
nous allons le diffuser. Ça va être sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez le regarder encore davantage si vous avez envie d'écouter certaines interventions de nos panélistes. Monsieur Madou, vous êtes là? Vous pouvez parler rapidement. Ah, ok. Donc, je pense qu'il n'est pas là. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci au DG SMICO, Monsieur Pacifique Dagano pour la participation. Merci au doyen Rodano. Merci surtout aux intervenants, Monsieur François Nzé, Monsieur Ferdinand Menkouko pour la participation. Nous allons garder le contact pour les prochaines actions que nous menons. Vous allez recevoir très bientôt le détail sur le prochain affaire. Et je souhaiterais vous voir encore plus nombreux à cette affaire-là. Merci à nos amis du Burkina Faso, Madame Bazi, pour sa présence et sa participation. Merci à Dibi, que j'ai vu il y a longtemps, qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci à tout le monde. Et comme l'a dit François, la digitalisation s'impose à nous, donc nous devons nous donner les moyens pour y aller. Bon après-midi, bonne soirée, bon début de soirée à tous et à très, très bientôt. Merci. Au revoir.